Bonjour Marc-Olivier Strauss-Kahn. Bonjour. Vous êtes directeur général honoraire de la Banque de France et vous êtes le modérateur aux Journées de l'économie de Lyon de la table ronde « A-t-on vraiment progressé sur la régulation financière ?» Alors, selon vous, est-ce que les principales causes de la crise de 2008-2009 ont bien été abordées? Oui. Pour la plupart des 4 grandes causes de la crise financière globale qui a en fait débuté dès 2007. D'abord, il y avait un capital insuffisant dans les banques. Donc elles avaient un effet de levier parce qu'elles distribuaient trop de crédits. C'était surdimensionné par rapport à la base de capital. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'aléa moral. Si on se met à sauver des banques qui sont trop grosses, trop interconnectées pour chuter, en anglais, too big to fail. Troisièmement, les marchés de produits dérivés, je ne vais pas expliquer ce que c'est, mais dont les risques étaient trop dispersés et mal évalués. Et enfin, ce qu'on appelle le shadow banking, la finance de l'ombre, c'est-à-dire tout ce qui est fait hors des banques traditionnelles. Et après 2009, il y a eu un vrai consensus pour mieux réguler la finance. Alors, en quoi ont consisté pour l'essentiel ces réformes? Alors, je vais résumer des vues qui ont été explicitées par Laurent Clerc dans Problèmes économiques sur les 4 grands types de réformes qui concernent ces 4 grandes causes. D'abord, on a augmenté le capital, à la fois du point de vue quantitatif et qualitatif, que les banques doivent avoir, et on a fixé un ratio de levier pour que, par rapport à ce capital, elles ne distribuent pas trop de crédit. Ensuite, pour traiter ce qu'on appelle les too big to fail, on a eu 2 phases. Une préventive, c'est-à-dire on a identifié les banques qu'on appelle globales, systémiquement importantes. Systémiquement, c'est qu'ils mettent en péril le système financier s'il leur arrive un problème. C'est ça, où il peut y avoir un effet de contagion et on en a trouvé 29. Et puis la deuxième phase, ça a été côté résolution. S'il y a néanmoins des problèmes, il faut que les banques aient une capacité d'absorption des pertes totales. Troisième grande réforme, sur les produits dérivés standards, on les a centralisés et on les a compensés pour que les montants soient moins importants parce qu'ils arrivent en net. Et puis, on a enregistré des opérations qui étaient de gré à gré. En anglais, on dit « over the counter » parce qu'elles n'étaient pas bien enregistrées. Enfin, concernant la finance de l'ombre, le shadow banking, on a aussi adopté 2 méthodes. Une approche directe, via les banques, en les régulant, par exemple, dans la titrisation. C'est-à-dire en fait, le fait de rassembler des crédits pour pouvoir les renégocier sur les marchés. Exactement. Et c'était une des causes des problèmes qu'il y avait eu. On a simplifié ça. Et puis, il y a une régulation indirecte via les banques pour ne pas qu'elles fassent des opérations et qu'elles s'exposent trop par rapport à ce circuit de la finance de l'ombre. Mais alors, dans ce cas, pourquoi évoquez-vous un bilan mitigé? Parce qu'il y a un effet de fatigue. Et puis, il y a des effets qu'on appelle non désirés. Et je vais en prendre 3 exemples. D'abord, l'effet de fatigue, les réformes se ralentissent, voire elles sont remises en cause, notamment aux États-Unis, et ça crée une incertitude réglementaire. Deuxièmement, on a haussé le coût du financement puisqu'on a demandé aux banques d'avoir plus de capital. Et paradoxalement, ça a favorisé la finance de l'ombre qui, elle, n'était pas soumise à cela. Et puis, on n'a rien fait sur les grands gestionnaires de fonds. Et puis enfin, les marchés titrisés restent endormis. Alors vous disiez au début que de nouveaux risques étaient apparus. À quoi pensez-vous? Alors je vais prendre qu'un seul exemple, qui est celui de la digitalisation. L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'institution qui surveille tout ça en France, veille à équilibrer 3 objectifs. Premièrement, ne pas empêcher les innovations qui sont bénéfiques avec de nouveaux acteurs et de nouvelles activités. Deuxièmement, assurer la protection du consommateur et de l'investisseur. Et troisièmement, lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. S'agissant des acteurs, tout le monde connaît le nom des fintech qui sont en fait sur des niches et qui ne posent pas de vrais problèmes. En revanche, les big tech, c'est-à-dire les GAFAM, peuvent déstabiliser le système. Le problème, c'est qu'on doit appliquer le principe de même activité, même règle. Et il doit continuer à s'appliquer. Mais il ne faut pas qu'un acteur puisse être hors du champ de régulation et le grand gagnant, ce qu'on appelle en anglais « the winner takes most ». Maintenant, s'agissant des activités, 3 domaines requièrent toujours plus de coopération internationale. La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dont j'ai parlé, et là, les règles du GAFI, le groupe d'action financière internationale, doivent s'appliquer
proportionnellement aux risques identifiés. Deuxièmement, la cybersécurité, qui a été une des priorités de la présidence française du G7 à Biarritz. Enfin, la protection des données, que les superviseurs et les autorités chargées du respect de la vie privée doivent bien accompagner. Merci beaucoup Marc-Olivier Strauss-Kahn, et puis pour en savoir plus, c'est bien la conférence au GECO de Lyon. Venez l'écouter.